que le rôle de l'écologue, que le référentiel, c'est un travail de généraliste, en toujours la métaphore avec la médecine. Et donc, en tant que généraliste, il faut à la fois être en veille, il faut s'ouvrir à des nouvelles approches et il faut aussi s'ouvrir à de nouvelles spécialités. Donc aujourd'hui, on a Céline Gauthier qui va nous parler d'un nouveau métier, en tout cas d'un métier un peu de niche, qui est le métier de designer végétal et qui, en fait, va nous proposer une approche que je dirais sensible, esthétique, sans doute artistique aussi du végétal, et que il nous semble que ces approches-là, elles peuvent être très intéressantes dans certaines dimensions de l'approche des labels biodiversité, peut-être encore plus pour le label Biodiversity Life, qui a une dimension biophilique avec un fort aménagement intérieur. Donc là, avec ce que va nous dire Céline, on n'est pas du tout, enfin, venant de donner sa vision, mais on n'est pas du tout, on pourrait dire, dans la nature. Par contre, nous, quand on est dans des espaces aménagés, perçus humains, où le rapport, c'est vraiment le lien avec les natures, c'est vraiment intéressant de s'ouvrir à ces nouvelles approches qui font le lien entre le vivant et le végétal et l'humain. Donc, Céline, à toi de nous présenter ce métier, de nous convaincre que dans certains cas, il est peut-être nécessaire et utile de s'associer à des designers végétaux. Merci Olivier pour cette présentation. Je tâcherai en tout cas pour compléter avec les questions la demi-heure suivante, bien sûr. Donc je me représente Céline Gauthier. S'il veut bien. Ah, excusez-moi. Il faut juste que je trouve le bon fonctionnement. Il faut que je descende avec le pad. Bien sûr, il veut pas. Excusez-moi. Normalement, il fonctionne. Voilà. Voilà, designer végétal et je compléterai avec éco-conceptrice puisque ça fait partie de mes valeurs. Donc au niveau de mon cursus, on peut dire que j'ai suivi un cursus assez classique de design avec un bac qui n'existe plus d'ailleurs aujourd'hui, mais qui s'appelle ST2D aujourd'hui. Puis ensuite un BTS Design d'espace qui m'a permis justement de m'approprier un petit peu ces notions d'espace et d'aménagement d'équilibre, de aussi sensibilité, créer un espace qui puisse être plus facilement vivable, si je puis dire. Et j'ai enchaîné derrière avec une licence et un master, plutôt tourné d'ailleurs design social. Donc, c'est quoi ce gros mot? Le design social, c'est de concevoir, quelle que soit l'approche. Ça peut être au final du service comme un objet ou de l'aménagement d'un espace qui va favoriser justement les échanges sociaux et ça va faire partie au final des valeurs que je vais porter, que je vous présenterai un petit peu plus en détail plus tard par rapport à ma manière de travailler. Et j'ai eu aussi, j'ai ressenti assez rapidement le besoin de me former en permaculture pour compléter tout ça, puisqu'aujourd'hui on parle de plus en plus d'agriculture urbaine et ça va faire partie en tout cas des missions que je me suis fixée. J'ai créé donc Scientiatis il y a 2 ans, en janvier 2021, excusez-moi, pour justement accompagner les personnes dans la végétalisation des espaces. Hop. Alors, le design végétal, d'où ça vient? Un petit bout d'historique, puisque on peut se demander, vu que c'est en effet plutôt une nouvelle démarche, d'où ça sort. Donc, bien sûr, les paysagistes ont été les précurseurs, puisque à l'époque des châteaux royaux, on commence déjà un petit peu à arranger la nature pour avoir quelque chose d'esthétique, mais aussi à replanter, remettre de la verdure. Bien sûr, ça va rester en extérieur à ce moment-là. En 1986, vous avez Patrick Blanc, bien sûr, que vous connaissez certainement, qui est paysagiste, qui va introduire le design végétal par cette installation qui est bien connue aujourd'hui, qui est le mur végétal, avec son premier, bien sûr, en 1986. C'est pour ça que je prends en tout cas cette date-là dans l'historique et qui va être un peu déclenchant, puisqu'aujourd'hui, enfin, à partir de cette expérimentation plutôt technique d'ailleurs, on se rend compte que le végétal, on peut le mettre sur d'autres supports et on peut venir travailler
sur la verticalité, voire même aujourd'hui, on arrive à mettre les plantes la tête en bas, ce qu'au début, on n'aurait en tout cas pas trop mis en œuvre. Donc c'est un peu parti de là. Ensuite, en 1999, vous avez Patrick Nadeau, qui est clairement le pionnier du designer végétal parce qu'il va se représenter comme ça, en fait. Venant d'un cursus plutôt classique au départ, il le dit même, il avait ouvert un studio avec un associé où ils étaient sur de la création plutôt de mobilier avec une fabrication industrielle. Finalement, il part au Japon et là, donc je reprends juste ces mots, il s'est pris une claque dans la gueule. Et en revenant en France, il s'est dit, je ne peux plus continuer en tout cas à concevoir de cette manière. Toute son histoire, en tout cas d'enfance, ça il l'explique dans la charte du design d'ailleurs que vous pouvez retrouver sur son site internet. Et ben il va repartir dans son enfance et ce qui le portait pour finalement se dire mais aujourd'hui on a besoin de végétal dans nos vies de plus en plus urbaines et de plus en plus bétonnées. Et va s'en suivre en 2019 Alexis Tricot. Donc, bien sûr, là, les noms que je vous donne, c'est les grands noms. Aujourd'hui, ça s'est un peu plus développé. Et donc, Alexis Tricot, comme je vous dis, il va beaucoup travailler, en tout cas, sur des scénographies. Ça va lui arriver aussi d'avoir des projets plus long en tout cas, mais c'est là où il va se démarquer le plus, comme justement avec son installation Nouveau Monde pour la COP 21 en 2015. Et aussi, il va travailler à l'échelle de petits objets comme ce luminaire Babylone. Ouch. Alors, le besoin, j'imagine cela vous le connaissez tous, mais je fais un petit peu un rappel. En tout cas, le besoin aujourd'hui en extérieur, c'est que les Français ont une envie, un besoin qui est de plus en plus fort d'accéder à des espaces verts. C'est pour ça qu'ils vont choisir en tout cas leur lieu de vie et les endroits où ils vont s'implanter par rapport à cette notion-là. Et que bien sûr, 92% des Français estiment qu'il n'y a pas assez de nature en ville. Donc le message est clair, il faut ramener de la nature dans les villes. Et j'ai rajouté que 2 enfants d'école primaire sur 3 estiment que leur cour de récré est trop souvent encombrée et pas assez verte. Donc il y a des mesures qui ont été faites et on s'est rendu compte que aujourd'hui les enfants en cour de récré, ils passent pas forcément leur temps à jouer, mais ils ont besoin en tout cas de bavarder, d'espaces détente où ils vont pouvoir se poser et échanger ensemble. Bien sûr, moi je vais intervenir plus sur l'intérieur, donc c'était essentiel pour moi de vous rappeler les besoins d'intérieur. On a mesuré donc une amélioration du sentiment de bien-être des employés d'une augmentation en tout cas de 15% à partir du moment où on a une installation de végétalisation en intérieur. Qu'il y a aussi une amélioration du côté productif de 6% dès qu'on a cette présence végétale. Je vous expliquerai plus en détail par la suite, mais je pense que vous connaissez un petit peu. Et bien sûr, aujourd'hui, on a quand même des grosses problématiques de recrutement, sachant qu'on est sur une nouvelle génération, donc 83% veulent un environnement végétal dans leur espace de travail. C'est devenu au final un élément clé aujourd'hui pour travailler, puisqu'on n'a plus envie de faire ce qu'on appelle du bullshit job ou même de se sentir mal, puisqu'on travaille quand même pas mal de notre temps, en tout cas de notre vie active. Et aussi, le besoin en intérieur, c'est qu'aujourd'hui, on sait que 80% du temps de notre journée se passe en intérieur. Moi, la problématique, en tout cas, c'est comme ça que je suis amenée un petit peu à ce métier, c'est que je me suis dit, c'est bien, il y a beaucoup de métiers, en tout cas, qui travaillent sur l'extérieur. On a de moins en moins de surface d'espace vert, justement, parce que on a une urbanisation qui s'accroît de plus en plus, et même si on a conscience qu'il faut laisser des espaces d'aération, et ben, euh, comment dire, il y a une pression immobilière aussi qui est assez présente, autant pour les collectivités que pour répondre aux enjeux en fait de l'accroissement de la population présente en zone urbaine. Donc, il faut trouver un autre moyen pour reconnecter les gens à la nature, qui est toujours une vraie demande régulière. Donc, on va travailler sur d'autres supports. Je reviens un petit peu sur les plantes, les effets des plantes en intérieur. Bien sûr, ça va purifier l'air. Donc, on sait aujourd'hui que ça va jusqu'à 10% de la purification de l'air qui est faite par les plantes. Donc, j'ai pas mis les arbres puisque bien sûr, ça va
concerner surtout les espaces intérieurs. Et on va pouvoir aussi réduire la pollution sonore jusqu'à 9 décibels, ce qui est très intéressant justement quand on est sur des espaces partagés, que ce soit coworking de travail euh, ou même, j'imagine, les tiers-lieux, par exemple, où il y a différents types d'activités avec une pollution sonore qui peut être assez conséquente. Ça va permettre donc de réduire le stress, de stimuler la créativité, d'augmenter la concentration et de créer une sensation de bien-être. Ça vient aussi du fait que le végétal est vert. Il y a toute une symbolique justement sur cette couleur verte qui apaise, sachant qu'on est aussi sur du vivant. Donc même si on a l'impression que la plante est justement végétative et qu'elle ne bouge pas, en tout cas elle ne bouge pas à notre rythme, avoir un élément vivant qui vient habiller tous ces mobiliers et créations humaines va permettre de recréer un équilibre et de nous sentir bien mieux, ce qui va aussi augmenter la capacité d'apprentissage. Alors, le positionnement du designer végétal, on va avoir tendance justement à le placer dans ville vivable puisque tout à fait, on va augmenter la surface végétalisée, on va répondre aux besoins des citadins. Et il y a une approche justement esthétique qui est introduite par le terme design, puisque tout le monde associe, je pense, le design à l'esthétique, même si bien sûr le design, ce n'est pas que ça. C'est bien sûr, comme beaucoup le font, je pense, écologues paysagistes, répondre à un vrai besoin. On est bien centré sur l'usage. Donc voilà, on va plutôt être dans cette troisième catégorie et en même temps, moi j'ai tendance à essayer de favoriser la biodiversité, même si en intérieur parfois c'est pas évident. Euh, et aussi viser l'autonomie et la résilience. Et ça, je vais plutôt l'introduire par la démarche participative que je vais vous présenter ensuite. Pour moi, l'enjeu, c'est de travailler ensemble, que ce soit avec les pépiniéristes, les architectes, les écologues, les paysagistes, les naturalistes. Au final, le designer végétal va se placer un petit peu en, au milieu, on va dire, et les interactions vont être multiples. C'est-à-dire que, oui, en effet, je vais pouvoir créer une installation permettant de végétaliser un peu comme cet exemple, en tout cas sur la photo. Néanmoins, si justement je veux favoriser la biodiversité à l'intérieur de cet espace, eh ben, je vais être accompagnée d'un écologue qui va savoir compléter les connaissances que j'ai déjà et valider éventuellement ce que j'ai proposé pour le client. Le naturaliste, c'est très important puisque, en tout cas de ma vision, hein, vous me corrigerez si je me trompe, il va pouvoir référencer et avoir une vraie étude de terrain de les espèces qui sont en danger et les espèces justement qu'il va falloir réimplanter. C'est une bonne lecture pour moi quand il s'agit quand même d'intervenir en extérieur, parce que là, je vous ai parlé beaucoup d'intérieur. Je fais aussi du hors-sol en extérieur, je vous montrerai après. Ça me permet aussi de bien choisir les variétés pour que ce soit adapté selon les climats, bien sûr, mais aussi selon la région et euh, la, la fragilité, si je puis dire, de l'espèce. Architecte, bien sûr, j'aurais pu mettre architecte d'intérieur ou même décorateur d'intérieur. Pour moi, en tout cas, c'est le même, la même métier global, en tout cas, et c'est avec eux que je vais travailler en collaboration. Et, éventuellement, l'architecte d'intérieur va travailler complètement l'aménagement de l'espace, de tout un niveau éventuellement. Et moi, je vais venir compléter justement par cette sensibilité à la nature pour revenir équilibrer en tout cas ce qui aura été imaginé par ces concepteurs. Et paysagiste, bien sûr, qui va beaucoup plus intervenir sur l'extérieur. Moi, comme je disais, je fais beaucoup de hors-sol. Le paysagiste va être vraiment plus, en tout cas, en pleine terre. Et on va pouvoir venir collaborer ensemble pour créer un environnement extérieur éventuellement qui soit équilibré entre du hors-sol et du pleine terre. Donc, on m'avait demandé un petit peu de définir. Je précise quand même que c'est ma définition à moi. Je pense que si vous allez sur le site de Patrick Nadeau, vous verrez, il n'a pas exactement la même définition. Donc, pour moi, le design végétal, il va repenser les modes de vie en réintégrant le vivant là où on ne l'attend pas, puisque jusqu'à maintenant, en tout cas, le vivant, on a eu tendance à le mettre à l'extérieur. Euh, ou du moins la plante d'intérieur, on a eu tendance à la placer là parce qu'elle fait jolie et qu'elle est décorative. Et c'est ce qu'on retrouve encore beaucoup aujourd'hui, que ce soit sur des salons ou même en entreprise. On va mettre la petite plante là à côté de la banque d'accueil pour justement faire envie un petit peu à tout le monde pour de venir.
L'objectif aussi pour moi, c'est d'apporter autant de bien-être pour cette plante, donc prendre en compte ses besoins à elle et pas juste ceux de l'humain, sachant que pour moi, c'est la plante qui va donner, qui va faire cadeau en tout cas, de ses vertus à l'homme. Donc c'est aussi à l'homme en fait de prendre soin d'elle en retour. Donc l'approche que je mets en place, c'est la pédagogie et l'apprentissage en premier. Donc transmettre tout simplement toute cette pédagogie autour des plantes qui me permet justement de sensibiliser à l'écologie. En tout cas, ça permet de faire un bon pont, ce qui amène en tout cas en conséquence à mieux consommer et à être dans du mieux-être. Je vais partir de ma petite histoire à moi pour vous expliquer, c'est-à-dire que pour moi, tout commence de la première graine. C'est ce qui s'est passé pour moi en 2016. Donc à ce moment-là, j'étais encore en licence, donc en deuxième année de licence à Valenciennes en design. Je me suis dit, bah tiens, les pépins de tomates, pourquoi j'en prendrais pas et que j'essaierais pas de planter plutôt que de partir d'ailleurs d'une plante qu'on achète. Il y en a beaucoup qui me disent très régulièrement, j'ai pas la main verte parce qu'il y a ce blocage, parce qu'on a l'habitude aussi de passer par des grands fournisseurs comme Botanique, Jardiland, et j'en citerai pas plus, mais vous voyez très bien de quoi je parle, où malheureusement, il y a eu aussi de la culture forcée avec des engrais. En plus, la plante, elle va subir justement le déplacement entre la serre où vous avez acheté plus l'endroit où vous allez mettre chez vous. Au final, c'est comme un déménagement, donc il y a une acclimatation. Et très rapidement, en tout cas, il y a moins de chances pour que la plante finisse par bien vivre tous ces changements et ce nouveau climat que vous lui proposez. Donc, c'est plus simple de partir d'une graine d'une certaine manière et plus intéressant. Et on va pouvoir quand même créer un lien à partir d'une seule plante. Je critiquais quand même tout à l'heure la petite plante sur la banque d'accueil, ça ne veut pas dire que c'est mal. L'idée, c'est de réconcilier justement l'humain ou les personnes qui se disent ne pas avoir la main verte pour qu'elles puissent se reconnecter à la nature petit à petit. Bien sûr, si vous avez plus d'une plante, c'est toujours mieux. En tout cas, les effets seront bien plus observables qu'avec une, mais c'est déjà mieux de commencer avec une. Donc, ce que je propose concrètement, c'est deux offres qui sont complémentaires. Donc, l'éco-conception de dispositifs de végétalisation, sur mesure, bien sûr, et une approche participative qui me permet en fait de mettre toutes les parties prenantes, les futurs usagers et éventuellement les personnes qui seront chargées de la fabrication, autour de la table pour réfléchir ensemble à comment concrètement on va végétaliser l'espace. Ça passe par un outil qui prend l'apparence d'un jeu que j'ai créé et une démarche que vous connaissez peut-être qui s'appelle le design thinking, donc la pensée design, qui permet justement de mettre les personnes dans le processus créatif. Hop. Je mets en place une économie circulaire, c'est-à-dire que la matière première que je vais utiliser, ça va être issu de la collecte de prime abord. Donc, c'est à partir de cette collecte que je vais concevoir aussi. Ce qui fait que, contrairement à un schéma classique où parfois on dessine et après on va chercher la matière pour fabriquer, ça va être l'inverse. C'est à partir de cette matière que je vais imaginer des formes et adapter des concepts. Ensuite, la fabrication, voire même entre deux, il y a un prototypage parfois qui va être fait. Souvent, je passe par des artisans pour être toujours, en tout cas, dans ces valeurs et du local. Si jamais le dispositif vient à être cassé, éventuellement il y a réparation. En tout cas, pour l'instant, c'est pas encore arrivé. Et si on ne peut pas le réparer et qu'on peut récupérer la matière, bien sûr, ça retourne dans cette pile de collecte de matériaux. Alors concrètement, mon processus de travail il va être très similaire à celui d'un paysagiste. On va comme même, j'imagine les écologues aussi, en tout cas dans la conception, on va commencer par un diagnostic, évaluer les besoins, prendre connaissance du terrain, les avantages, les inconvénients, voilà. Ensuite, je vais proposer quelques pistes donc, qui prennent la forme de mood board ou planche d'ambiance, en même temps que de présenter mon devis. Et ensuite, je pars sur les recherches que je vais commencer à dessiner qui pourront être présentées en tout cas sous forme de deux, trois propositions aux clients, permettant justement d'avoir du choix, voire même des fois de fusionner plusieurs propositions en une seule. Et c'est à l'étape de développement qu'on va passer sur la phase plan et le choix justement des personnes qui vont installer et fabriquer, jusqu'à la mise en œuvre, ou parfois justement la mise en œuvre selon le positionnement du client. Parfois, je leur dis, ben, je peux venir poser les plantes, mais on peut aussi motiver votre équipe
et faire un temps un petit peu à part du travail, leur permettant aussi de mettre directement les mains dans la terre et d'être acteur de ce projet. Alors, le stabiliser, c'est, je pense, un gros débat aujourd'hui. Peut-être certains connaissent déjà. Il faut savoir que le stabiliser, en effet, c'était une vraie plante au départ. En fait, on va mettre une sorte de résine aujourd'hui qui est de plus en plus naturelle, heureusement, n'empêche que ça reste une résine qui va venir figer la plante dans le temps. Donc, si vous prenez une plante qui est fleurie, sur laquelle vous mettez la résine, un peu comme la rose éternelle, c'est exactement le même principe, elle va être figée dans le temps et donc elle ne va plus du tout respirer. Elle va garder son état intact, hein, justement, d'où le nom rose éternelle. Elle n'aura plus besoin d'eau ni de terre. Aujourd'hui, il y a énormément d'entreprises qui se développent là-dessus parce que ça répond à une demande, puisque aujourd'hui, les gens, ils veulent aussi quelque chose de joli, mais qui soit simple, où il n'y a pas de notion d'entretien, et ça répond totalement à la demande. Sauf que ça, clairement, c'est pas aligné à mes valeurs et à mon objectif, puisque mon objectif, ça va être de reconnecter les gens à la nature et de les sensibiliser. Et là, on est, comme je l'ai bien écrit, plus face à des plantes qui sont mortes, tel un animal empaillé ou un humain qui a été cryogénisé. Donc, il n'est plus vivant. Je vous ai mis quelques exemples d'éco-conception. Donc là, on a le cas d'une graphiste qui travaillait depuis chez elle puisqu'on était en confinement et qui avait besoin justement déjà que l'espace soit un petit peu mieux aménagé pour que la circulation soit plus fluide. Et en même temps, elle avait envie de cette petite touche nature qui vienne l'accompagner, qui mette de la vie et en même temps que ce soit pas trop débordant pour qu'elle puisse avoir la place de travailler. Donc j'ai proposé en fait ces suspensions en corde avec un soubassement en terre crue qui a séché pour justement installer les plantes. Et on a repensé donc le bureau là où c'est du bois de palette en fait qui a permis de faire les rangements. Pour l'approche participative, j'aime bien aussi intervenir dans des structures comme des structures médicales. Donc là, c'était le cas de la maison médicale Jean 23, où justement j'ai eu le plus beau retour d'un patient qui avait des difficultés cognitives, qui a dit bah moi j'aime bien parce que justement ça me fait réfléchir. Ce contexte-là est bien particulier. On a tendance justement à rendre les personnes plutôt passives. C'est pour ça que pour moi c'était très intéressant en tout cas d'y intervenir et rendre ces patients acteurs de leurs projets et de leurs envies. D'autres projets pour vous montrer, ça arrive que je fasse aussi juste une prestation de conseil où là, du coup, j'interviens, je vais poser le diagnostic et puis laisser quelques croquis comme ça explicatifs pour que la personne puisse faire, puisque j'ai très régulièrement en fait des clients qui viennent à moi qui me disent bah en fait moi je manque d'idées sur tout. Après j'ai envie d'être autonome et de le faire. Vu que ça fait partie de mes valeurs, ben l'idée c'est vraiment de leur donner les clés pour qu'ils puissent ensuite être autonomes de leur côté. Ça arrive que j'intervienne donc en extérieur, comme je vous disais, en hors sol. Donc là, c'était le cas pour un festival. Et on retrouve aussi la démarche participative parce que là, on voit, il y a les habitants en fait, qui sont en train d'installer les plantes sur ces paravents. On avait fait un système avec des palettes, bien sûr, qu'on avait accroché. Une fois que l'espace, parce que là, en fait, il y a un atelier qui se déroule, une fois que l'espace n'était pas utilisé, donc là, il est ouvert comme ça se refermait, ce qui faisait plutôt un objet totem autour duquel on pouvait tourner. Et dès qu'on voulait ravoir cet espace atelier, on n'avait plus qu'à ouvrir. Donc, il y en avait deux, ce qui permettait un petit peu de dimensionner aussi cet espace d'atelier. Et là, vous avez un autre exemple en fait d'atelier participatif avec les jeunes de Réaliste Rêve qui sont en train justement de réaliser leur maquette de projet. Donc oui, je parlais de hors-sol en extérieur, ça c'est un bon exemple. J'ai le cas par exemple, ce qui vient de manière récurrente, en tout cas, c'est aujourd'hui les cours de récré, un vrai besoin aujourd'hui de végétaliser les cours de récré, sauf que aujourd'hui, comme vous le savez, c'est goudronné pour des raisons de sécurité, je crois que ça a été mis dans les années 90 par là. Et ils ont interdiction bien sûr de toucher à ce goudron, donc compliqué de venir planter en pleine terre. Et c'est là qu'on fait appel à moi pour justement repenser des installations, des éléments qui permettent justement de se poser, de se détendre, d'avoir une forme éventuellement unique, un objet qui va être accepté par tout le monde, parce que ce côté aussi esthétique peut être remis en question. On entend très souvent, que ce soit dans des entreprises ou même des habitants qui disent bon ben je comprends pas ce qui a été fait. Finalement, peut-être ça a été de l'argent qui a été balancé par la fenêtre. C'est aussi pour ça que je remets la démarche participative en place. Et là, un deuxième projet en cours, donc plus en intérieur,
sur des bureaux qui vont être végétalisés. Et donc, c'est le même lieu, mais avec 2 pièces différentes, où justement ici, on avait une belle surface en fait qui était inutilisée. Et le client qui disait, bah, j'ai pensé mur végétal et en même temps, je suis pas sûre parce que je veux pas quelque chose de trop chargé. Ok, pas de problème. En plus, je suis pas très mur végétal parce que si on regarde de plus près, bah, c'est pas forcément écologique quand on voit la consommation d'eau plus l'électricité. C'est pas non plus très simple d'entretien pour les personnes. Parfois, c'est plus efficace de mettre un bon support à plantes avec du terreau et où on arrose de manière assez simple. Donc là, j'ai pensé faire un pêle-mêle sur le mur avec un effet Tetris, puisqu'en fait, les caissons vont plus ou moins ressortir, permettant en tout cas de mettre du volume dans cet espace. Et en fait, au fond des pots, il y aura un système de réservoir permettant de faciliter l'entretien. Et pour celui-ci, il voulait un bureau qui reste quand même très léger. Donc, ce côté léger m'a fait penser à la suspension. Et quand j'ai présenté la méthode du kokedama, peut-être certains connaissent, ça permettait justement d'avoir des petites touches végétales tout en ayant ce côté aérien. Yep. Et voilà, j'ai fini pour ma présentation. Je vous remercie tous de votre écoute et je suis disponible pour vos questions. Merci beaucoup, Céline. Merci. Et finalement, il y avait du monde en rendez-vous, pas de souci. Et en tout cas, moi, ça m'a beaucoup intéressée. Et votre sensibilité au vivant, on la ressent vraiment. Merci. Et votre respect aussi de chaque plante. Enfin, voilà, ce sont vraiment des êtres vivants pour vous. C'est ça. Je laisse les uns et les autres poser leurs questions. Alors, l'espace discussion se remplit. Il y avait une question de Pierre Audifresne sur les 9 décibels. Ça lui semblait énorme. Alors, on va remonter sur les 9 décibels qui sont bien au-dessus. Là. Oui, donc les 9 décibels, il faut savoir aussi que les mesures qui ont été faites jusqu'à maintenant ne sont pas encore totalement vérifiées, puisque les mesures qu'on peut faire, c'est sur un espace précis, avec une installation précise. Donc, on va dire qu'ils ont fait une moyenne entre tout ce qui a été pris. Bien sûr, on atteint plus facilement les 9 décibels quand on a énormément de plantes, ce que j'expliquais un petit peu tout à l'heure. C'est sûr que végétaliser avec juste poser un petit pot avec une plante, c'est bien, mais c'est pas végétaliser complètement. Il faut une accumulation, en tout cas, de plantes qui sont présentes dans la pièce, positionnées à des endroits stratégiques clés, en tout cas, si on prend les open space, justement, il y a des endroits clés et stratégiques où on va sentir un petit peu comme le courant d'air qui va se faire dans une pièce. Selon où sont vous positionnez vos ouvertures, le courant ne va pas passer de la même manière. C'est exactement exactement pareil, par rapport à la pollution sonore. J'espère que je réponds bien à votre question. Je pense qu'il s'agit d'un effet de baffle acoustique, d'arrêt des ondes, parce que un écran qui atténuerait de 9 décibels, les sociétés autoroutières seraient ravies de l'avoir, quoi, hein. Oui, c'est énorme, hein. Mais je pense que c'est lié à des phénomènes d'écho. Je ne me rappelle plus le mot. Il y a un mot pour ce qui se passe dans les cantines, les restos, etc. Oui, la résonance, vous voulez dire, oui. Voilà, la résonance. C'est possible, hein, mais c'est énorme, 9 décibels, il faut le savoir. Le doublement du bruit, c'est 6 décibels. Ok. Très bien. On a Pierre-Antoine Thévenin qui nous a fourni des compléments sur le design végétal et les paysagistes d'intérieur qui sont spécialisés dans ce domaine, avec quelques liens pour l'information des uns et des autres. Voilà, je ne sais pas si moi je peux me permettre, Pierre-Antoine, c'est vraiment important que tu parles un peu des règles professionnelles. Enfin, on en parle souvent, on en parle dans la formation initiale des écologues. C'est des outils extraordinaires. Je sais que dans une autre vie précédente, tu y as contribué. Donc, au-delà, peut-être en précisant ce que tu peux nous dire sur ces règles professionnelles-là, mais aussi en replaçant les règles professionnelles rapidement dans un contexte plus large. Oui, pas de souci. Bonjour à tous. N'étant plus exactement dans le domaine, je continue tout de même d'en faire la promotion.
Donc c'était un petit complément, effectivement. Là, on est un peu, je m'éloigne un petit peu du design végétal. C'était pour parler un petit peu du paysagisme d'intérieur. Donc Céline avait évoqué le fait qu'il y avait des architectes d'intérieur qui s'occupent de faire l'agencement de l'intérieur. Il faut savoir qu'il y a aussi des entreprises du paysage qui sont vraiment spécialisées dans ce domaine, des paysagistes d'intérieur. Ces entreprises qui existent depuis plusieurs décennies, hein, qui font ce travail-là, souvent dans la réalisation, mais aussi certaines qui font de la conception. Le côté design biophilique est d'ailleurs très bien intégré dans leur profession depuis les années 2010. Il y en a pas mal qui commencent à bien réfléchir là-dessus, c'est assez intéressant. Et du coup, l'UNEP, donc l'Union nationale des entreprises du paysage, c'est l'organisation professionnelle des entreprises du paysage, a intégré dans ses règles professionnelles certaines qui traitent spécifiquement du paysagisme d'intérieur. Donc les règles professionnelles, c'est comment dire, le recueil des bonnes pratiques qui a été mis par écrit, qui a été fait par des membres de la profession, pour des membres de la profession, et qui donc va traiter des aspects techniques de la mise en œuvre ou de l'entretien d'aménagements végétalisés. Donc il y en a sur plein de domaines différents, l'aménagement des espaces extérieurs, la plantation des arbres, l'aménagement de la végétalisation du bâti également, on a les murs végétalisés, toitures végétalisées, le génie écologique, le génie végétal, les surfaces de revêtement minéral, puisqu'il y a des paysagistes qui en font aussi, etc. Voilà, donc c'est un petit peu la référence des bonnes pratiques des travaux de paysage. Donc voilà, petit complément pour ceux qui veulent aller voir, j'ai mis quelques liens. N'hésitez pas à vous y reporter. Ok, merci Pierre-Antoine pour ce compliment. C'est vrai qu'en effet, j'ai entendu parler aussi des paysagistes d'intérieur. Après, il y a tout, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont formées et qui font très bien les choses, et il y en a d'autres qui, parce qu'ils sont vus qu'il y avait un nouveau marché, qui ont aussi mis cette étiquette, et qui malheureusement, quand j'observe ce qui est fait, je me dis, bah, ça marche pas trop, malheureusement. Donc en effet, la formation en tout cas de ces personnes, c'est essentiel, que ce soit la mienne ou plein d'autres métiers, en tout cas de la conception, au niveau de ces enjeux de végétalisation et d'écosystèmes à mettre en place. Il y a une formation dédiée d'ailleurs au paysagisme intérieur qui est vraiment spécialisée là-dedans, ouais, qui existe. Okay. Moi j'ai une question sur à quel moment et pendant combien de temps, en fait il y a deux questions, on fait appel, enfin comment dans un projet et à quel moment on fait appel à toi, à vous, à ce genre de métier. Et la deuxième question, c'est toujours mon dada, c'est la question du temps, de l'entretien et du jardinier d'intérieur, c'est-à-dire comment ça se garantit dans le temps. Et je pense qu'il y a aussi fortement, enfin pour moi, même à titre personnel, enfin, une dimension presque de médecin des plantes, c'est-à-dire d'écophysiologie. C'est-à-dire comment on fait en sorte qu'une plante, dans la durée, se porte bien, se développe. J'ai envie de dire aussi qu'on a une bonne Oui, relation avec je sa vois. plante amie, mais il y a un côté, parfois la plante, elle Je crois se que ça met a à plus coupé. aller bien. Non, c'est pas faire. Donc, ma première question, c'est quand, très concrètement, à quel moment et pour quel type, dans un projet, on peut faire appel, et après, comment ça se garantit dans la durée? Ok. Alors pour votre première question, je pense qu'il y a plusieurs occasions, c'est-à-dire que ça peut être. Je vais reprendre le dernier exemple que je vous ai donné. Oups, si je vais pas trop vite, qui est juste là. Là, pour ces bureaux, en fait, ça venait juste d'être réaménagé par une architecte d'intérieur. En fait, ils ont repositionné et réorganisé pour que ce soit plus fluide et plus fonctionnel. Donc, le client était très content d'ailleurs du travail qui avait été fait par l'architecte d'intérieur. Et en même temps, il m'a dit, je fais le constat que c'est très neutre, peut-être trop neutre. Et on a besoin d'un espace aujourd'hui qui soit plus chaleureux et plus vivant. Donc, c'est pour ça qu'on va faire appel à vous pour ramener de la vie dans ces espaces. Donc ça, c'est une première temporalité pour faire appel à moi. Donc ça, c'est le client qui est directement venu à moi. Et en même temps, ça peut être... justement, là, j'ai un client, ils sont en pleine aménagement, même conception, en fait. Ils sont partis d'un hangar complètement vide, donc ils sont en train de tout aménager et diviser les espaces. Les murs n'étaient même pas finis quand je suis allée voir, et il m'a dit, en fait, là, je sais que je veux faire un patio et je veux mettre quelque chose. Je ne sais pas quoi.
Donc, au final, l'espace n'était pas complètement fini, contrairement au premier exemple que je vous ai donné, où là, il a fait appel à moi. Ce qui me permet, dans ces cas de figure, de travailler directement en collaboration avec les autres professionnels en fait, qui travaillent sur le projet. Ce qui permet de créer du lien entre nous, mais faire un projet qui a du sens du début à la fin. Je vais pouvoir travailler avec l'architecte qui a décidé comment on allait positionner et comment on allait créer les volumes à l'intérieur, en tout cas, de ce grand hangar. Aussi avec la décoratrice qui va venir décider quels mobiliers vont être positionnés. Et aussi quelle ambiance, les couleurs, etc., etc. Donc là, on va pouvoir collaborer en tout cas directement sur ce projet et imaginer à quoi ça va ressembler à la suite. Et pour votre deuxième question, donc oui, la durabilité, c'est une vraie problématique. Je pense que même ceux qui travaillent en extérieur, ils ont cette problématique-là, même si en pleine terre, on va dire que la plante va pouvoir aller puiser plus facilement, en tout cas des ressources, en cherchant dans les profondeurs. Je pense que c'est pour ça aussi que je mets en place le participatif, c'est pour ancrer des bonnes pratiques, discuter déjà directement avec les clients OK, est-ce qu'il y a des personnes qui sont déjà sensibles au sujet? Est-ce qu'il y en a qui sont à l'aise? Est-ce qu'il y en a qui justement sont dans le blocage et la main verte? Et comment je peux les accompagner justement là-dessus? Il y en a, ils me disent, bah écoutez, laissez-nous une petite fiche, on mettra à côté, et puis voilà. Voire même, on peut se dire, on va mettre en place un planning, c'est-à-dire que quand Albert il met de l'eau dans la plante, et ben il va cocher qu'il a mis de l'eau de la plante, histoire que 2 minutes après, il n'y en ait pas un autre qui remette de l'eau, parce que là, du coup, ça fera trop. Donc, il y a des petites pratiques, des petits tips comme ça, en tout cas, qui peuvent être mis en place. Ça, c'est pour que ce soit géré en interne. Après, je travaille aussi avec des personnes qui mettent en place, en tout cas, des abonnements d'entretien et qui vont s'occuper eux-mêmes, en fait, de l'entretien à la place du client. Ça va dépendre réellement du positionnement du client. Mais comme vous l'avez dit, c'est une médecine, enfin j'aime bien en tout cas le terme de médecine pour prendre soin de ce vivant. Et puis malheureusement, des fois on se trompe, moi aussi ça m'arrive. J'ai pas fait la bonne manip, ou alors peut-être j'ai pas rempoté dans un pot plus grand assez vite, et donc la plante elle va pas tenir. Merci Céline. Moi j'ai une question sur la prise en compte de l'extérieur. Parce que dans les labels, il y a un sujet, c'est la question de la continuité un peu de la vision qu'on peut avoir. Comment vous prenez en compte l'extérieur et les particularités de cet extérieur, d'un bâtiment, pour construire à l'intérieur? Est-ce que c'est des sujets que vous intégrez sur vos réflexions? Oui, pour l'instant, j'ai pas eu de vraie demande formulée comme ça, mais en effet, j'ai croisé Adrien qui travaille chez Odyssée, où il y avait en effet cet élément sur le référentiel. D'ailleurs, c'est assez bien que je sois restée sur cette page-là. À l'extérieur, par exemple, là, on ne voit pas trop parce qu'on n'est pas très près, mais il y a une espèce de terrasse en gravier. Et le client m'avait dit, je ferais peut-être appel aussi à un paysagiste pour l'extérieur. Et direct, je lui ai dit, mais on peut penser en direct. Bon, finalement, c'était une question de budget où il m'a dit, non, mais ça, je verrai vraiment, vraiment plus tard. Ce qui est un peu dommage d'ailleurs, c'est mieux de penser tout en même temps pour avoir une continuité, créer du sens, toujours comme je l'ai dit. Bien sûr, à l'extérieur, il y a une notion supplémentaire, c'est-à-dire qu'en intérieur, on va mettre des plantes adaptées à l'intérieur. On ne pourra pas trop s'amuser à dire, bon, moi, je vais faire un rappel avec la plante qu'on a mis à l'extérieur à l'intérieur, parce que forcément, ce ne sera pas les mêmes besoins et voilà, ça ne marchera pas. Mais en tout cas, au niveau formel, au niveau conception, donc là, par exemple, avec les blocs que j'ai créés, on peut s'amuser à faire des rappels et des effets miroirs entre l'intérieur et l'extérieur. Et c'est pour ça que j'aime dire, et c'est ce que je préfère d'ailleurs, collaborer avec d'autres personnes, parce qu'on a chacun nos particularités, et c'est là où on a un projet qui est vraiment construit et qui envoie un message, en fait, une continuité. Avec plaisir. Merci. Merci. D'autres questions pour Céline? Oui, bonjour, Béatrice Dary. Bonjour. Je pilote l'équipe de concepteurs paysagistes au bureau d'études de Galie, et notamment des paysagistes concepteurs extérieurs, mais aussi intérieurs. Et j'étais intéressée quand vous avez parlé du jeu au moment du diagnostic, où vous proposez de faire des jeux avec un support que vous avez vous-même créé. Oui. Je voulais savoir comment ça fonctionnait.
Alors, je reviens, donc c'est celui-là. Donc ça, c'est un programme que j'ai créé d'ailleurs quand j'étais en master. Justement, au début, ma première cible, c'était justement les personnes en hôpitaux ou en espace de soins où justement la possibilité d'être en contact avec l'extérieur et avec le vivant, ou en tout cas avec des éléments porteurs potentiellement de bactéries et de gènes, était compliquée. Et finalement, à force d'expérimenter, je me suis aperçue que ça pouvait être accessible à tout le monde et ça pouvait aider justement la personne à se projeter dans un projet. Donc en fait, c'est un outil en plusieurs plateaux. Pour ça, j'appelle ça un programme, c'est-à-dire qu'il faut entre 18 et 20 heures pour faire tout le programme au complet. On arrive à la fin jusqu'à la maquette quand même. On commence au début un peu comme un team building, à faire connaissance. Il y a toute une étape d'introspection et où j'ai justement mis des cartes surtout aromatiques à ce moment-là pour la première phase, des plantes aromatiques et médicinales qui permettent justement aussi de voir la plante autrement que juste un objet décoratif. C'est-à-dire qu'elle a des vertus autres que juste elle est verte, éventuellement elle va purifier un petit peu l'air. Elle a un effet direct sur notre santé quand on va venir la transformer et la consommer. Et ensuite, donc j'ai identifié plusieurs éléments qui, on pourrait dire, constituent un cahier des charges, et chaque plateau correspond à un élément du cahier des charges. Et je vais les ajouter les uns au fur et à mesure, permettant justement à la personne, en piochant des cartes, de prendre connaissance d'un cahier des charges qui a été identifié de manière aléatoire, et être capable justement dans ce cadre qui aurait été dessiné de venir avoir de la créativité. En tout cas, c'est un cadre qui permet en tout cas de lancer de la créativité. Donc ça, c'est la deuxième étape, un peu initiation au processus créatif. Parce qu'il y a énormément de personnes aussi qui pensent qu'ils ne sont pas capables. Moi, je considère que tout le monde est capable d'être créatif, tout le monde est créatif. Donc, il y a une notion d'émancipation aussi à mettre en place. Et ensuite, je les fais travailler, une fois qu'ils ont bien compris le principe d'associer des cartes et d'avoir un cahier des charges et d'être créatif, les faire travailler en groupe. Et c'est là pour ça que j'ai mis cette photo-là. C'est un peu cette forme-là que ça va venir prendre. Une fois qu'on a bien défini l'idée, éventuellement, moi, je vais reprendre pour les plans, voire même ils ont fait la maquette. Là, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs automne dernier. J'étais avec Centre Espoir, c'est ça, et ils sont allés jusqu'à la maquette de leur installation, puisqu'ils voulaient un espace un peu détente avec des plantes. Ils ont fini par imaginer un canapé végétalisé. Et après, je laisse les plans disponibles pour que la structure fabrique, ou en tout cas, ça, c'est à se mettre d'accord, puisque les étapes du processus se font petit à petit. Donc, en gros, j'accompagne jusqu'au développement. Si le client veut que je l'accompagne jusqu'à la mise en œuvre, ça, c'est selon leur décision. D'accord. Et ça concernait uniquement les programmes en intérieur ou vous en avez fait aussi en paysage d'extérieur? Je l'ai fait en paysage avec un couple qui, c'était assez marrant d'ailleurs. Ils étaient, quand je les écoutais séparément, ils étaient quasi sûrs d'avoir les mêmes idées tous les deux pour leur jardin. Et finalement, je leur ai fait faire le même processus, c'est-à-dire travailler en individuel chacun de leur côté au début. On s'est rendu compte qu'il y avait des différences qui permettent justement de mettre en place des compromis et de lancer une discussion sur, OK, en fait, elle voyait plutôt comme ça, lui, il voyait plutôt comme ça. Comment est-ce que chacun peut s'y retrouver aussi dans cet aménagement de jardin avec son idée pour qu'ensuite ils puissent le faire eux-mêmes, parce que là, c'était un petit peu le cahier des charges. Ils m'ont dit, je veux faire mon jardin moi-même, mais en fait, il y a tellement de choses à prendre en compte que je ne sais pas trop par où commencer. C'est là que je lui ai proposé qu'on fasse avec mes outils que j'utilise pour le participatif. Donc, j'utilise des petits supports, des photos, j'ai pris leurs plans, ils ont positionné comme ça, ils ont testé, ils ont pu faire des petits croquis et schémas vite fait. Et à la fin, je leur ai rendu des croquis de mise en situation, le planning de semis par rapport, en tout cas, aux variétés qu'ils avaient choisies. Et aussi, il y a une structure, je leur ai fait un tuto pour qu'ils puissent le monter eux-mêmes et être autonomes ensuite. D'accord, très bien, très intéressant. Merci beaucoup. Merci. Hop. Et
Dans le cadre, vous parliez, dans le cadre des systèmes de santé ou des établissements, etc., vous avez quand même pu intervenir ou c'est trop difficile à cause de la relation bactérie-plante dans le système hospitalier? Parce que même un bouquet de fleurs, aujourd'hui, on peut pas le faire entrer, quoi, à l'hôpital. En fait, ça va dépendre des services. Il y a des Mhm. services où clairement je vais pas pouvoir rentrer. J'avais essayé par exemple en pédiatrie parce que je savais que les enfants, ils ont besoin aussi qu'on leur donne des activités. Ils sont demandeurs de sortir, de prendre l'air. Seulement, en effet, les préconisations hygiénistes font que ça n'a pas pu se faire. Par contre, en effet, donc en centre médico-psychologique, là, le centre Espoir, c'est un centre de rééducation Mhm. physique et aussi un peu mentale, parce qu'ils accompagnent en fait tout ce qui est handicap. Il y a aussi le choc psychologique, comme ils disent. On passe de j'étais normale et j'étais autonome, et aujourd'hui, je suis handicapée. Donc, toutes ces approches un petit peu plus alternatives, si je puis dire, là, je vais pouvoir intervenir assez facilement. Après, c'est en discussion avec les structures, c'est-à-dire que il y a des structures, quand je parle de plantes médicinales, et que je vais leur fournir la graine pour qu'ils puissent planter, ils ne sont pas d'accord. Il y a des structures qui me disent, si on les fait juste planter, mais qu'on ne transforme pas la plante, c'est OK. Donc, c'est pour ça que mon processus revient quasiment tout le temps au même, puisque tout commence par le diagnostic. J'imagine que vos métiers, c'est pareil. Enfin, on ne va pas proposer quelque chose qui n'est pas adapté et qui ne sera pas accepté par le client. Très bien. Moi, j'ai une question assez directe. Dans le label Biodiversity Life, le référentiel a ouvert la porte à un diagnostic, à une approche d'aménagement biophilique de l'intérieur. Oui. Aujourd'hui, au CIBI et honnêtement, entre nous, il n'y a pas vraiment de méthodologie ou d'experts pour faire ces diagnostics biophiliques. De votre point de vue et avec votre expérience, comment vous, très modestement, vous aborderiez cette question de j'ai un intérieur existant d'un bâtiment tout entier, peut-être même un immeuble entier, et on doit faire un diagnostic biophilique pour pouvoir proposer des améliorations. Quelle piste de travail vous pourriez nous suggérer? Déjà, je pense que je ne vais pas toucher à l'extérieur parce que ça, il y a des personnes qui savent mieux le faire que moi. Je pense que toutes les personnes qui sont formées ici savent bien mieux le faire que moi. Par contre, en intérieur, en effet, l'idée, c'est d'observer ce qui existe déjà, les bonnes actions qui sont déjà mises en place. C'est-à-dire, quel sujet, par exemple? Est-ce que, les plantes, c'est évident, mais la lumière, c'en est une autre. Est-ce que c'est que ça ou est-ce que c'est d'autres sujets? Je pense qu'il y a aussi la notion justement de courant d'air et de température qui vont venir en fait dans les espaces, qui vont avoir éventuellement aussi une incidence sur comment je peux végétaliser. Il y a aussi la façon dont les espaces sont utilisés et comment les personnes sont prêtes en fait à végétaliser. C'est-à-dire que un site où on va dire 50 employés, j'ai juste un employé qui est favorable, ou en tout cas qui présente assez d'ouverture d'esprit pour cette approche. Je vais dire au niveau du terrain, c'est compliqué. Il faut faire un travail de fond avant de pouvoir venir installer et végétaliser l'espace. Sinon, ce serait, oui, on va faire un truc beau. Et puis, en effet, ces notions d'entretien ne seront pas du tout prises en compte et on ne sera pas du tout sur quelque chose de durable. Donc, écologiquement, est-ce que c'est vraiment intéressant de venir mettre du vivant qui va de toute façon finir par mourir? Mais dernière cette question, nous au CIBI, on considère que les labels sont aussi là pour tracer la route vers des horizons, meilleurs ou plus développés, etc. Et la question de tracer la route sur l'aménagement biophilique, on l'a intégré parce qu'on pense que c'est important, mais très honnêtement, à part les 14 cibles de thérapie, on est encore junior, on est encore un peu. Donc c'est pour ça que. Mais ceci dit, c'est aussi pour moi le lieu d'un
un espace comme le CIBI pour faire évoluer. C'est pour ça que je cherchais un peu des tendances. Mais sachez que dans le Biodiversity Life, il y a une dimension diagnostic biophilique, donc de l'intérieur, et il y a une dimension préconisation pour améliorer les aménagements biophiliques. Enfin, on est libre hein, de faire, mais Oui. en tout cas, la route, elle est tracée. On ne sait pas trop comment la suivre, mais elle est tracée. Ben après, en fait, ce qui est compliqué par rapport à votre question, c'est que chaque cas est particulier, enfin, chaque cas est différent. Moi, je traite chaque projet et chaque espace vraiment sur mesure, donc je ne peux pas vous donner une recette toute faite. C'est comme il y a des personnes qui me disent oh, au développement, vous ferez une 3D. Bah, en fait, ça va dépendre de ce qu'on va imaginer ensemble. Si clairement, c'est plus facile d'expliquer le projet avec une maquette, je ne vous ferai pas une 3D, je vous ferai une maquette. Que ce soit les médiums ou l'approche, en fait, je vais l'adapter par rapport à ce qui est le plus judicieux. En effet, en termes de route tracée, on peut, comme je l'ai fait avec ce couple qui voulait aménager son jardin, on peut mettre en place un petit peu comme peut le faire quelqu'un qui évalue ou met en place un plan de stratégie RSE, une espèce de timeline où on décide ensemble quelle action de végétalisation on va mettre en place, dans quel temps et à quel endroit justement je peux les conseiller pour aller récupérer ce type de plantes ou ces graines, des fiches pour qu'ils soient autonomes et ce genre de choses. Là, du coup, on a en effet une route un peu tracée où justement les utilisateurs n'auront plus qu'à suivre. Pierre-Antoine, vous voulez intervenir? Oui, pour peut-être apporter 3 trucs à propos de la question d'Olivier. Bah déjà, si on parle label Biodiversity Life, tout le design biophilique va pas rentrer dedans. Je veux dire, il y a énormément d'aspects du design biophilique qui sont basés sur des éléments artificiels. Donc déjà, à mon avis, ça, on peut complètement le bannir. Comme le disait Céline, les plantes stabilisées, les plantes artificielles, tout ce qui va être sonorisation, fausse lumière, etc. En matière de biodiversité, c'est pas des choses qui vont apporter grand-chose. Ça va peut-être jouer sur le bien-être des personnes, mais ça va pas jouer sur la biodiversité. Donc déjà, à mon avis, sur le Biodiversity Life, se concentrer sur les aspects du design biophilique exclusivement basés sur des éléments naturels, que ce soit les plans d'intérieur ou alors une vue sur une nature existante à l'extérieur ou la perception d'une nature qui est vraiment existante et qui est naturelle non loin, ça me semble assez important. Après, si tu as du mal à l'évaluer, peut-être des obligations de moyens un peu plus, avoir fait intervenir une personne dédiée à un aménagement sur la thématique du design biophilique, on ne sait pas si le résultat sera là, mais au moins il y aura les moyens qui auront été mis, c'est peut-être une solution aussi. Je sais pas, différentes idées pour encadrer le truc peut-être. Et après, si je puis me permettre, il y a aussi, j'ai l'impression, comme beaucoup de choses, tu parlais de compétences, Olivier, de création de métiers. En fait, il y a aussi la croisée entre plusieurs compétences, de ce que j'entends. Vous avez parlé d'architecte d'intérieur, il y a la question du design, il y a la question du végétal qu'a évoqué Pierre-Antoine avec les entreprises du paysage. Donc, c'est encore un lieu à la croisée des chemins entre plusieurs compétences qui amène aussi au développement de nouveaux savoirs et de nouvelles collaborations aussi. Et c'est ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de choses à faire et à créer en collaboration avec ces différentes compétences. Je pense qu'il est là l'intérêt et c'est pour ça que sans vouloir être prétentieuse, dans le graphique où j'ai justement placé les architectes et tout, j'ai mis le designer végétal un peu au milieu parce que l'idée c'est de faire des ponts entre tout le monde et pas juste travailler avec un seul type de métier à côté. Aujourd'hui, il y a énormément de métiers qui se développent parce qu'on parle de nos métiers de conception, mais on a oublié aussi aujourd'hui, il y a de plus en plus de startups qui développent un produit par contre, qui ne sont pas sur du sur-mesure, mais qui prennent de plus en plus en compte aussi ces notions d'écosystème et de bien-être, autant pour l'humain que pour la plante, avec qui on pourrait être amené en tout cas à collaborer, encore une fois, selon les besoins du site et l'intérêt en tout cas de faire appel à ce type d'approche. Bon, on arrive bientôt au terme. Et bon, moi, je pense que la sensibilisation aussi des équipes présentes, des usagers, si déjà dehors, ils ont un potager dont ils s'occupent, est-ce que ça va pas favoriser le fait qu'en hiver, ils vont plus arroser les plantes dans le bureau? Enfin,
Je veux dire, quand on prend déjà des habitudes auprès des plantes à l'extérieur, on va peut-être les emmener avec nous chez nous, enfin, et après au bureau, enfin, voilà. Exactement. Bah, Mm. j'ai un bon exemple qui illustrerait ce que vous dites. Pour justement, bah, c'était le festival Pile au rendez-vous, mais une deuxième installation que les paravents que je vous ai expliqué. En fait, on avait une structure métallique avec des gros parasols de 2,50 m d'envergure qui allaient être positionnés. Puis on m'a dit, bah, on aimerait bien végétaliser la structure pour pas on voit trop la structure métallique en fait. Et donc, la problématique, c'est comme il y avait énormément de poids par les parasols, je leur ai proposé plutôt de la suspension plutôt que de créer des bacs avec de la terre qui allait alourdir. On l'a fait en proposant à des jeunes d'un centre social de faire eux-mêmes, en tout cas, les systèmes. Donc, il y avait des kokedama, il y avait d'autres approches aussi. Et à la fin du festival, on m'a regardé en mode bah, on fait quoi avec les plantes? Et là, je leur dis donc c'est avec la condition publique. Donc, il y a toute une équipe en arrière-plan à la condition publique. Je leur dis bah, allez-y, en fait, mettez à disposition. Et chacun est reparti avec son kokedama ou avec l'autre plante qui avait été faite. Il y a des enfants qui sont revenus pour aller les chercher aussi. Et donc, ça, c'était en juillet 2021 et là en décembre 2022 j'ai une personne que j'ai croisée à la condition publique qui m'a dit hey, je l'ai toujours mon kokedama, je suis trop contente. Voilà, c'est juste c'est pour ça que je dis que tout part de la graine en fait, tout part de cette petite action. Et il y a des personnes qui justement me disent non mais je vais pas y arriver en fait, moi les plantes j'y arrive pas et tout. Et quand je commence à creuser ils me disent ah bah oui j'ai essayé avec une orchidée. Oui, bon, peut-être l'orchidée, c'est pas la plus facile. Là, ils me disent, oh, bah, les cactus, j'y arrive pas. Bah oui, mais peut-être que le cactus, c'est pas votre manière de faire à vous, et peut-être que c'est un calathea qui correspondra mieux à votre manière de faire, et celui-là, vous ne ferez pas mourir. Donc, on est encore une fois sur ce diagnostic, pas juste diagnostic d'espace et de possibilité de végétaliser, diagnostic aussi d'habitude et de capacité à chacun de pouvoir faire, ce qui permet à la fin aussi de gagner en confiance. C'est aussi pour ça que je l'avais proposé au tout début pour les structures médicales, parce que à un moment donné, quand on est bloqué dans un hôpital et que on a du mal à changer d'idée, que c'est compliqué de sortir, etc., etc., il faut aussi pouvoir se raccrocher à quelque chose, parce que le mental, en tout cas le fait d'avoir un mental plutôt positif va avoir un effet positif aussi sur le fait de pouvoir avoir une meilleure santé derrière. Aussi. C'est pareil pour le quotidien, en fait. J'avais pensé dans l'extrême Merci Olivier Kinouki. pour les personnes en soins. Au revoir Merci Olivier, beaucoup. merci. Mais en fait, on peut le retranscrire et le réadapter clairement au quotidien. Pas de questions. Enfin, est-ce qu'il y a encore une dernière question ou est-ce qu'on clôt cette session? On vous partage le replay, le support, les coordonnées de Céline, qu'on remercie pour cette présentation Merci et à pour vous pour découverte de vos activités. Ouais, merci à vous pour votre présence.